Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce WAMcast et nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de netlinking et pour vous présenter tout ça, j'ai à mes côtés Maëva, assistante chef de projet SEO. Salut Maëva. Salut Nico. Lucas, chef de projet SEO. Bienvenue Lucas pour ton premier podcast. Salut Nicolas. Et celui qui ne sera sans doute pas d'accord avec les autres, Elder, responsable RP. Salut Elder. Salut Elder, je serai d'accord avec tout le monde. Allez. Maëva, c'est toi qui te lances pour nous parler du netlinking. Alors ce netlinking, de quoi s'agit-il ? Oui, alors on va revenir sur la genèse du SEO rapidement si tu veux bien. Mais avec plaisir, on t'écoute. Alors historiquement, le SEO possède 3 piliers. Donc le pilier technique, donc une arborescence logique, un site avec une base technique saine, sans erreur ni facteur bloquant. Le contenu, donc un site avec des contenus pertinents et suffisamment fournis. Et le netlinking. Le netlinking, c'est une stratégie qui a pour objectif de tisser des liens entre des sites. Faire pointer un lien vers un domaine, c'est une façon de lui transmettre son jus de lien, c'est-à-dire de lui partager son poids. Avoir des liens de qualité qui pointent vers son domaine permet de favoriser son référencement naturel, d'obtenir un trafic qualifié, et cela renforce la légitimité du site auprès de Google. Donc pour être clair, c'est comme dans la vraie vie. Pour qu'un site ait une certaine crédibilité aux yeux de Google, il faut que d'autres sites fassent de bonnes références vers lui. Donc, de quel site il est intéressant d'obtenir un backlink ? D'un site qui possède un domaine authority, un trust flow, un citation flow élevé, un site qui soit respectueux des critères de l'algorithme de Google et un site qui soit sain, en accord avec son secteur et qui propose des contenus pertinents. Mais historiquement, ça n'a pas toujours été le cas ? Si, en fait, il y a plus de 20 ans, Google a émergé parce qu'il prenait en compte les backlinks. C'est ce qu'on appelle le brevet sur le surfeur aléatoire devenu surfeur raisonnable en 2010. L'encre de lien, la position du lien dans la page, le type de lien, do follow, no follow, sont des éléments qui sont pris en compte par le brevet du surfeur raisonnable. Donc, si Google ne prenait pas les backlinks en compte, nous en serions encore au temps des annuaires, donc pas des moteurs de recherche tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, pour résumer, mon cher Nicolas, lorsqu'un site sain te fait un backlink, en gros, il te donne de sa force. Pour faire un parallèle dans la vraie vie, si tu es un maçon en place depuis 20 ans et que tout le monde sait que tu fais un travail au top et que moi je suis carreleur et que je viens de monter ma boîte, si tu me recommandes, les gens vont suivre parce que tu as une bonne réputation et que tu es fiable, donc ils te font confiance. Merci Maëva, très bel exemple et très imagé, ça aide vraiment bien à comprendre. Ça c'est parce que j'adore la maçonnerie. Mais chacun ses loisirs. Moi aussi j'adore. Et donc l'objectif d'une stratégie netlinking, ce serait quoi exactement ? Alors l'objectif d'une stratégie netlinking efficace, ça va consister à obtenir des liens de qualité vers son site de site tierce, aussi appelé backlink, vers son nom de domaine dans le but d'augmenter son autorité. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que l'autorité ? Tout à fait, qu'est-ce que l'autorité Lucas ? je t'ai devancé. Donc pour répondre à ces questions, je vais reprendre un article de blog qui a été écrit par mon cher Elder à côté de moi, qui est disponible sur le blog WAM, qu'il faut aller lire. Et il fait la promo en plus, mais brillant. Et qui s'appelle « Doit-on parler d'autorité, de popularité ou de notoriété ?» Donc dans cet article, on découvre que la définition du Larousse est la suivante. C'est le caractère de quelque chose dont la valeur, le sérieux communément reconnu, lui permettent de servir de référence. Autrement dit... Ça c'est la référence, la définition de l'autorité. C'est la définition de l'autorité sur le Larousse. Okay. Autrement dit, le fait d'être recommandé, mentionné ou maillé de manière unanime par des instances reconnues participe directement à l'autorité morale ou à l'autorité algorithmique, ce qui nous intéresse ici. Donc en gros, augmenter son autorité, c'est donc améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche. Alors en fait, l'idée reçue, si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que l'idée reçue par la majorité des gens qui pratiquent le netlinking, c'est que oui, ce troisième pilier, c'est le netlinking. En fait, pas du tout. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Le troisième pilier, en réalité, aujourd'hui, c'est l'autorité. Le netlinking, ça renvoie à certaines pratiques qu'on va voir après, comme les échanges d'articles, les achats de liens, les articles sponsorisés, etc. Mais aujourd'hui, on a vraiment basculé dans autre chose. C'est vraiment l'autorité qui est visée. Et bien que cette autorité s'acquiert par la création de liens, il n'y a pas que ces pratiques que je viens de mentionner. Il y a aussi beaucoup d'autres leviers qui permettent d'avoir des backlinks, des liens beaucoup plus qualitatifs et efficaces que ceux que par les pratiques qu'on vient de mentionner. Comme les relations presse, par exemple. Exactement, tu me voyais venir, je le savais. Et oui, complètement. En fait, avec ce levier, on peut obtenir des résultats bien plus spectaculaires en termes de notoriété et d'autorité.
Il ne s'agit pas juste de créer des liens sournois sous les radars à travers les différentes pratiques qui peuvent exister. En fait, ce qu'on souhaite, c'est, à travers les RP, c'est d'être bel et bien visible auprès de nos publics, mais également être bel et bien visible auprès de Google, et que ces liens soient carrément considérés par l'algorithme et par les robots. Mais attention, quand on parle de RP, parce que la confusion est souvent faite, on ne parle pas d'acheter des articles ou d'acheter des liens. Les articles qui sont produits du fruit du travail des journalistes, et il n'est pas du tout acheté par les annonceurs. C'est le travail des journalistes d'écrire des articles. Le travail des personnes comme moi, des attachés de presse, c'est en quelque sorte d'influer le travail des journalistes, de leur apporter de la matière, des informations qui leur correspondent, qui répondent à leurs exigences et contraintes. Et de cette manière-là, via un espèce de compromis, on va dire, on se retrouve mentionné dans l'article des journalistes. Voilà. Avec un lien, si possible. Et du coup, comment on peut les obtenir, ces liens ? Je crois que Maëva, tu voulais prendre la parole. Ouais, du coup, je vais essayer de rebondir sur ce beau discours. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire du netlinking. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, les backlinks, c'est essentiel pour un site. Encore, faut-il avoir les bons. La réputation, c'est encore mieux quand elle est bonne. Je vous apprends rien de ce côté-là, bien évidemment. C'est sûr. La façon de faire du netlinking, enfin, la meilleure façon, on va dire, de faire du netlinking, c'est d'obtenir des backlinks naturels. Donc, on les obtient lorsque des sites tiers mentionnent votre site en y faisant un lien, comme l'a dit Lucas tout à l'heure. La plupart du temps, les sites qui arrivent à obtenir des backlinks naturels de qualité en bénéficient grâce à leur contenu pertinent qui sont repris ou mentionnés comme référence. Et ça, c'est juste le top. C'est ce qui se passe dans le meilleur des cas, on va dire. Ouais, c'est la perfection. Exactement. Après, en ce qui concerne les autres techniques, certaines personnes associent consciemment ou inconsciemment, et à tort, le netlinking à des pratiques comme les annuaires ou les PBN. Alors que faire des liens depuis des annuaires, avant ça marchait, ça faisait monter un site, ça y a pas de souci. Aujourd'hui, plus grand monde ne fait ça, ou alors si vous le faites encore, faut sortir de votre espace-temps, dire adios à Windows 98 et mettre au placard votre banane Waikiki. Hein. Tu juges les gens. Je ne juge pas, mais je vous donne un conseil. Blague à part, les annuaires, ils servaient à référencer les sites avant. On inscrivait le site dans une liste et ça participait à son référencement. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que Google il a identifié ces liens comme étant plutôt artificiels et du coup, le poids des annuaires il est très faible aujourd'hui. Alors peut-être que pour une épicerie dans un village en Ardèche, ça va fonctionner, mais qui sait ? En général, ça fait partie des techniques de netlinking qui sont plus aussi efficaces qu'il y a 20 ans. Est-ce que tu penses que l'Ardèche a 20 ans de retard, du coup, c'est ça que tu veux nous dire ? Non, je pense que l'Ardèche est un endroit très préservé. Il faut continuer à préserver cet endroit. Mais revenons au PBN. C'est beau, je crois que tu veux parler PBN. Ouais, parlons PBN, on parlera d'Ardèche après si tu veux. Les PBN, donc ça veut dire, in English, Private Black Network. Voilà. Quel accent ? Ouais, mais je sais. Thank you. C'est un réseau donc les PBN, c'est un réseau de sites dont les thématiques sont censées se faire écho. L'objectif du PBN, c'est de pousser un site vers les étoiles, le rendre visible auprès de Google. Mais bien sûr, attends. Mais oui. T'as envie d'atterrir dans les étoiles, Nico ? Ouais. Ah oui, je sais bien. Donc, faire passer des liens pour des liens naturels. Pour monter à PBN, il faut généralement racheter des noms de domaine expirés, donc qui possèdent un historique, pour les faire pointer vers son site de business. Alors en parallèle, il ne faut pas confondre, il existe aussi des réseaux de sites qui sont articulés de manière très logique, dont la vocation est de servir une marque, comme un réseau de sites de marque au sein d'un seul groupe. Par exemple, le groupe Se Loger, il possède plusieurs sites associés. Donc Se Loger Construire, Se Loger Neuf, Se Loger Vacances, etc. Donc ces réseaux de sites sont naturels et ont une vocation propre. Et Google, il en pense quoi justement des PBN ? Alors Google déconseille cette pratique, déconseille pour le moment, mais ne la pénalise pas encore. Pour y avoir recours, c'est prendre des risques en gros. Pour l'instant, ça peut être payant, parce que je peux vous dire que malgré tout ce qu'on peut dire, ça fonctionne pour certains. Mm-hmm. Voilà. La seule chose, c'est que jusque quand ça va fonctionner et à quel prix ? Le jour où le search analyst de chez Google, John Mueller, et ses équipes auront décidé de faire le ménage là-dedans, moi je vous dis, ça va pleurer dans les chaumières. Donc, les sites qui auront eu recours au PBN, ils risquent de dégringoler. Après, on peut tout imaginer. Perte de position, de visibilité, de trafic, du DA. On peut tout imaginer. Hein. Mais comme d'habitude, sur tout ce qu'on fait en SEO, ça reste que des suppositions, des spéculations. Et puis Google nous confirmera ça ou non à l'avenir.
D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on a eu l'honneur de rencontrer John Mueller quand on était au SMX. T'aurais fait un poster de la photo avec lui, pareil. Ouais. C'est ma mère qui l'a accroché dans le salon. Je leur ai expliqué qui c'était. Je peux te dire, c'est une petite fierté nationale. Du coup, quand on a rencontré John Mueller au SMX, il avait dit que si toute la stratégie SEO d'un site repose sur les PBN, ce sera repéré. Mais si le site a été pénalisé une fois, toute la base sur laquelle il a reposé disparaît. Même si on effectue une reconsideration request... T'as envie que je te le dise mieux ou pas ? Non, ça me va. Reconsideration request. Très bien. Auprès de Google, il sera difficile de retrouver son positionnement. Et le sponsor dans tout ça ? Un article sponsor, ça consiste à l'achat d'un contenu qui sera publié sur un site internet choisi et il permet en général de choisir son type de lien qui sera inclus dans la publication, ton ancrage ou ton URL de destination. Il y a pas mal d'avantages aux articles sponsors et je peux te dire que je suis un expert là-dessus. Le premier, c'est que ça te permet d'avoir un contrôle de tes liens et ça, c'est hyper important. Ça te permet de faire un choix méticuleux sur les sites tiers sur lesquels tu veux publier, à la fois que ce soit le secteur ou le domaine authority. Ça te permet également d'avoir des liens de qualité. Quand on dit lien, c'est au-delà des sites. Tu vas pouvoir choisir ton ancrage qui soit le plus naturel possible. Alors oui, tu pourras faire un petit peu d'opti, histoire de faire popper tes pages, mais tu pourras surtout choisir de faire du brand ou du semi-brandé, donc parler de ta marque pour essayer de vraiment rester naturel comme quelqu'un le ferait naturellement. Ça te permet aussi d'être naturel quant à la page stratégique de ton site sur lesquels tu vas faire pointer ces liens. Et là, toujours pareil, tu peux toujours essayer de l'envoyer sur des pages stratégiques, mais l'important, c'est aussi d'envoyer sur la homepage et toujours rester naturel. Il y a aussi un dernier avantage, c'est que c'est des liens qui sont hyper faciles à obtenir. En général, il suffit de payer et les gens en face sont d'accord, donc ça te permet d'obtenir des liens. Donc là, je t'ai donné un peu tous les avantages que tu vas avoir. Forcément, là, tu vas me dire, mais s'il y a que des avantages, il doit bien y avoir des inconvénients. Premier inconvénient qu'on va trouver, en général, les articles sponsors, c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps à trouver les sites tierces qui vont te faire des liens. Il faut les contacter. Parfois, il faut négocier le tarif. Il faut écrire les articles et les envoyer. Et ensuite, eux, ils les publient juste, en général. Parfois, certains vont les écrire, mais en général, c'est toi qui vas les écrire. Donc, c'est quand même très chronophage. Quand on a 1 ou 2 à faire, c'est bien. Quand on a 50, 100... Là, en termes de temps, c'est énorme. Bon, ça sent un peu le vécu, non ? Ouais, ça sent le vécu. Beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures dans la semaine. On a aussi l'inconvénient d'une campagne d'articles sponsorisés, c'est que c'est souvent très cher. Si tu veux avoir un spot de qualité, c'est souvent plus de 1 000 €. Alors quand on a 2 ou 3, ça n'a pas beaucoup d'efficacité, donc on compte 3 000 €. Et en fait, c'est exponentiel. C'est que plus tu en achètes, plus ton budget est élevé. Et ici, là, on parle aussi, on va parler de la taille de l'entreprise. Ça veut dire que si tu veux faire une campagne d'articles sponsorisés vraiment efficace, il faut une grosse entreprise, donc un gros budget. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'articles sponsorisés qui sont loués. Et ça, on ne le sait pas forcément au début. Ils vont laisser le lien ils vont laisser le lien 1 an sur leur page. Et derrière, si tu veux l'avoir l'année suivante, il faut le payer de nouveau. Je rebondis juste sur ce que Lucas a dit. Si, quand tu sélectionnes tes supports, ils te le disent, hein, quand tu négocies, que ça va rester 1 an et qu'après, c'est à renouveler. Alors, ça va dépendre du support, mais si tu passes en direct, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont te dire. Donc, c'est là où il faut faire très attention. Le support, oui. Sur les plateformes, oui. Si tu passes en direct avec les personnes, ils te le disent pas forcément. Donc c'est là où il faut faire très attention. On en apprend des belles. Hein. Ouais. Et moi je voudrais réagir aussi, il ne faut pas oublier à la base que les articles sponsorisés, c'est fait pour faire la pub d'une marque et pour faire de la notoriété. L'histoire des liens est arrivée bien après. C'est les régies pub en flairant le filon et sur les demandes des SEO qui ont commencé à proposer ce genre de choses. Mais il faut faire attention quand même dans les conditions qui sont à utiliser dans ce genre de pratique. Bien souvent, quand il y a mention d'articles sponsorisés, maintenant les grandes régies pub des grands médias mettent des liens nofollow et pas dofollow. Très bien, Elder, merci pour cette précision. Lucas, tu voulais conclure sur les articles sponsors ? Alors, si je peux conclure sur les articles sponsors, je vais reprendre encore une fois John Mueller, qui nous a indiqué lors de notre rencontre qu'en fait, il est super difficile pour l'algorithme de faire la différence entre un article sponsorisé et un article naturel. En d'autres termes, s'il n'y a pas de sanction manuelle de la part de Google ou d'évolution majeure de l'algorithme, ce qui, bon là pour le moment, on peut pas le savoir, ce type de technique de netlinking est vraiment efficace. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri que Google s'en rende compte et qu'il pénalise.
Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les techniques possibles, messieurs, dames ? Alors, je vais parler d'une ou deux techniques qui existent encore de manière assez brève, un peu plus brève. Il y a les échanges de liens entre deux sites, c'est quelque chose qui se faisait souvent à une époque. Et là, pour reprendre encore John Muller, maintenant, ils arrivent facilement à s'en rendre compte. Et en fait, il semblerait que la réciprocité entre les liens, il n'ait plus d'influence positive sur l'autorité d'un site. Donc, tout simplement, vu que cette technique va à l'inverse des guidelines de Google et qu'en plus, ils s'en rendent compte très facilement, on le préconise pas du tout et c'est pas quelque chose à faire. Enfin, tu peux avoir le guest blogging, ce qui est intéressant. Ça va consister à rédiger un article de blog sur un site tierce et en échange, tu as un lien de cet article. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. En fait, le propriétaire sur son blog, il a un article de qualité rédigé par quelqu'un de l'extérieur et en échange, pour le remercier, il va lui faire un lien vers son site. Si je peux rebondir là-dessus, l'intérêt du guest blogging, c'est qu'il y a vraiment aussi une démarche éditoriale et pour le blogueur et pour la personne qui est invitée à prendre la parole sur le blog. Là, il n'y a aucun risque. Par contre, si ça vise juste à manipuler l'algorithme, là, c'est un peu plus délicat, on va dire. Très bien. Maëva, vas-y. Ouais, juste. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a beaucoup de sites qui se sont fait pénaliser là-dessus et lourdement. Toutes des réseaux de blogs spécialisés en guest blogging pur et dur et on va dire un petit peu fait à la va-vite, quoi, la vache te pousse, qui se sont fait pénaliser par Google et qui sont jamais remontés. Et... C'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, John Muller, il remarque en fait quand c'est pas naturel, quand c'est fait vraiment trop grossièrement. Pas le John Muller en lui-même, mais Google, on va dire. Google. On se rencontre le matin, on sera moi je vois tout par lui. Muller, le super-héros. Ouais, c'est mon héros. Lucas, pour résumer cette grande partie sur les pratiques du netlinking, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Alors, il y a eu beaucoup d'informations, donc on va essayer d'être bref. Donc pour conclure, il y a encore certaines techniques qui sont encore très utilisées au sein de la communauté SEO. Alors on pense par exemple au PBN, aux articles sponsorisés, on en voit encore énormément. Et c'est vrai que les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Ces techniques sont utilisées et elles marchent. Cependant, Google, il cesse de répéter que ces techniques, c'est pas naturel. Et donc, il cherche à en mettre fin. Et si je peux conclure sur une dernière phrase, en clair, si toutes les pratiques sont faites dans le but purement SEO, donc il n'y a pas d'idée derrière, c'est vraiment on veut faire du SEO, on veut ranker, nous le but c'est de progresser, là on prend des risques parce que c'est prohibé par Google. Par contre, si ça correspond à une vraie stratégie de marque et une démarche éditoriale, là c'est pertinent et on ne prendra pas de risque de pénalité. Maëva, ouais. Je rebondis juste sur ça. Donc on peut rajouter que ça peut marcher dans un premier temps et que par la suite ça peut dégringoler. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut juste dire que c'est dangereux vis-à-vis de Google. C'est dangereux. Ok. Et pour justement s'éviter les pénalités que tu évoquais, Lucas, comment il faut s'y prendre aujourd'hui ? Je crois que professeur Elder veut prendre la parole à ce titre. Ouais, carrément. Alors en fait, c'est depuis un an et demi, 2 ans, on va dire, ça a un peu changé. On va voir pourquoi, mais de manière générale, on peut dire que tout dépend de l'objectif qu'on poursuit. Maëva l'a très bien dit. Donc avec son exemple de maçon ou d'épicier en Ardèche. Ouais, les deux, si on est un petit artisan, on essaie d'acquérir des liens comme on peut parce que c'est difficile de faire des RP finalement. Il faut à moins d'être très malin. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut acquérir ces liens avec des pratiques, les pratiques qu'on a vues jusqu'à maintenant avec Maëva et Lucas. Par exemple, je suis un nouveau restaurant, donc je suis un petit artisan, je suis un petit acteur, je lance ma boîte. Je n'ai pas de grosse velléité en soi, à part faire de la bonne cuisine, une cuisine atypique et unique. Et prenons cet exemple à Lyon. On a plein de supports en fait pour communiquer dès lors qu'on lance un restaurant. On peut citer le Petit Paumé, on peut citer Lyon City Crunch, la PQR, on peut citer le Bonbon. PQR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, presse quotidienne régionale. En effet. Donc le Progrès, en l'occurrence ici dans le coin, ou même le Dauphiné. Et en fait, on a plein de... Tous ces sites, aujourd'hui, s'intéressent à ces nouveautés, ces nouveaux restaurants qui se lancent. Et ils se font l'écho de ça. Et généralement, il y a souvent des articles qui présentent ces restaurants, ou même on peut parler de lieux ou d'événements, et qui présentent la singularité, l'intérêt pour les gens. Les gens cherchent ça. Et c'est des canaux, en plus, à forte audience, qui peuvent vous permettre de toucher les publics que vous visez. Vas-y Maëva, tu voulais dire ? Et pour rebondir là-dessus, donc en plus de tous les sites comme ça qui existent, il y a aussi beaucoup, pour reprendre l'exemple des restaurants par exemple, des blogueurs resto, enfin tu vois, food, qui marchent super bien, qui sont reconnus. Et à chaque fois, dès qu'il y a un resto qui s'ouvre sur Lyon par exemple, il y a beaucoup de blogueurs qui sont invités parce qu'ils ont une communauté, etc. Et que ça va faire de l'audience, quoi. Ils savent qu'ils vont élargir leur cible. Carrément. Ça fonctionne. Carrément. Et c'est dans l'air du temps.
Absolument. Avec les influenceurs. Elder, je reviens au petit pommier et puis à la presse dont tu parlais. Ça permet aussi ces canaux d'acquérir des liens. Ouais, carrément, évidemment. Je vous invite à aller voir sur Lyon City Crunch, par exemple. Il y a souvent, chaque semaine, que faire ce week-end. Il y a un programme, par exemple, si vous allez sur le site aujourd'hui, la rubrique Lyon, que faire le week-end du 7 et 8 mars. Vous allez avoir toute une liste de tous les événements qu'il y a à Lyon. Et à chaque fois, vous avez un paragraphe super détaillé, super précis sur l'événement ou sur toute autre chose, le lieu, avec la date, l'adresse, le site internet, plus le lien en do-follow en plus. Donc c'est vraiment un billet qui peut être intéressant dès lors qu'on est un petit acteur. Ouais. Alors ton exemple, ça fonctionne pour des événements culturels comme tu dis, mais admettons tu es un petit artisan, puisqu'on parle beaucoup d'artisans dans ce podcast. On les aime. C'est difficile quand même pour eux d'être cités dans des médias par contre. Ouais, c'est complètement en fait. C'est là la limite des relations presse ou des relations publiques. C'est que tout le monde ne peut pas s'en servir et avoir des résultats. C'est difficile de prendre la parole quand on a un petit métier comme ça ou qu'on est dans son coin, et enfin sans jugement de valeur, hein, je dis petit métier, c'est les petites équipes, quoi, les petites enseignes. À moins d'être hyper malin. Tout à l'heure, on parlait de cette entreprise dans l'ouest de la France, les suceuses de l'Ouest, qui sont des gros camions qui permettent dans les chantiers, dans la rue, en bâtiments et travaux publics. Ils vident les fosses septiques. Ils vident les fosses septiques. Ils se sont appelés comme ça, et le nom a fait le buzz, et ça a permis en fait de faire grimper en notoriété cette société. Ça rentre dans une stratégie de com. Voilà. Et ça fonctionne. C'est exactement ça. C'est pas une erreur de com, c'est vraiment volontaire. C'est volontaire, et c'est de la créativité. Et quand on parle de stratégie de com, on n'est pas obligé de parler de grandes entreprises de communication qui ont des millions de budget. Il faut être créatif, vraiment, faut c'est avoir la créativité pure. pure. Tout le monde, la créativité, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Mais dans le cas où on n'est pas dans cette démarche-là, c'est difficile. Et en effet, historiquement, c'est pour ça que ces pratiques, elles ont moins quali, les pratiques qu'on a évoquées tout à l'heure, donc guest blogging, échange d'articles et autres, elles ont émergé. Et c'est ces pratiques-là qui devaient être au départ à la marge, en fait, sont devenues la norme. Mais il faut garder une chose en tête, c'est que c'est la mission de Google. La mission de Google aujourd'hui, c'est, si vous allez sur leur site, le site de présentation, on le mettra en ressources dans l'article, c'est organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. L'algorithme aujourd'hui seul, il n'y parvient plus. Il y parvenait jusqu'à il y a peu, mais maintenant, il a besoin de se faire assister. Et c'est là qu'il y a la nouveauté avec le paradigme EAT qui vient peu à peu modifier les choses. Ouais, Maëva. Pour rebondir sur ce que dit Elder, donc effectivement, la mission de Google, c'est d'aider les internautes à trouver vraiment le résultat, le meilleur résultat qui correspond à leurs attentes, à leurs recherches. Mm-hmm. On évoquait l'autre fois dans le podcast, c'est devenu un moteur plus de recherche, mais de réponse. Il est magnifique, c'est Nicolas. Alors, je reviens sur le paradigme EAT que tu citais, Elder. Pardon. En quoi ça change les règles ? Tout simplement, maintenant il y a une évaluation humaine. Jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait tromper l'algorithme avec des PBN, des échanges d'articles, des récupérations de liens cassés ou autres. On répondait de manière mathématique à un algorithme. On pouvait le tromper simplement. Et ça marchait. Mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Exactement. On peut pas tromper tu connais tes références. 1000 personnes. Mais en fait, dès lors que les quality raters entrent dans la danse, avec une expérience humaine, ça change les règles. Il y a des personnes, des humains qui viennent qualifier et qui viennent évaluer une page de résultats Google. Et c'est totalement différent. Et c'est préférable d'avoir une mention et un lien dans un article de presse qui sera certainement proposé à l'évaluation du quality raters. L'expérience dans ce cas-là, elle est optimale. Hein. On est une marque, on est cité dans un article. Le contexte sémantique est super. Et je ne parle pas que de SEO, là, je parle vraiment de la sémantique au sens large. Vous ne voyez pas Elder, mais il a les yeux qui brillent quand il dit tout ça. Hein. C'est clair. Mais à contrario, avoir un lien dans un site au fin fond d'un PBN aura très peu de chances d'être évalué par le Quality Raters. Et pour cause, en fait, il est censé être en dessous des radars de Google. Et c'est là que les SEO à l'ancienne se trompent complètement. Ils n'ont rien compris. C'est qu'il ne faut pas être en dehors des radars de Google, il faut être dans les radars de Google. Doucement, Elder, il faut rester... faut pas agacer Maëva qui déjà serre les dents là. Non, pas du tout.
Vas-y Lucas. Si je peux réagir là-dessus, c'est vrai qu'on c'est dans l'air du temps, on amène de l'humain un peu partout. L'humain, c'est quand même au centre de beaucoup de choses dans notre société de plus en plus. Donc là, il faut penser qu'on a un humain qui va décortiquer les éléments, et forcément, un humain, il sera plus sensible à certaines choses que l'algorithme n'aura pas vu. Il y a de plus en plus d'humains et de plus en plus d'artificiels aussi, quand même. Mais c'est un contre-courant. D'accord. Je reviens, Elder, tu évoquais être sous les radars ou dans les radars. Maëva, est-ce que tu peux m'en dire plus à ce titre ? Oui, alors pour être dans les radars, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appliquer ce que Google conseille depuis un certain temps maintenant, qui se résume aujourd'hui en un acronyme qui est EAT. Qu'est-ce que c'est que l'EAT ? Expertise ou expertise, je ne sais plus. Authoritativeness, trustworthiness. Sublime. Ouais, merci. Quel anglais ? C'est mettre en avant son savoir-faire, être en capacité à l'imposer aux autres, donc ça c'est la définition de l'autorité morale, et générer de la confiance. Donc on peut résumer tout simplement EAT en une formule, faire savoir son savoir-faire égale confiance. Et ça marche ? Bien sûr que ça marche. En fait, il suffit de regarder nos clients. Je peux en parler personnellement en plus, Fuel Market ou même le groupe Quintessence. Oui. Mon collègue, l'autre Nicolas de WAM peut en parler pour Quintessence, mais Fuel Market, moi je peux en parler personnellement. En fait, il y a énormément de contenus qui sont publiés sur ces sites chaque année, qui servent directement à établir le savoir-faire et qui servent également le SEO, bien sûr. Et en RP, en relation presse, nous, derrière, c'est du pain béni auprès des journalistes. Parce que ça permet d'asseoir la crédibilité de ces marques-là auprès des journalistes qu'on cible. Et par la suite, on constitue pour eux, ces marques constituent pour eux de vraies références, et elles sont invitées à souvent prendre la parole. Et souvent, avec un lien en plus, dans l'idéal. Donc, c'est ça qui est super. Donc, je parle des articles web, bien sûr. Mais la moindre des choses, en tout cas, c'est d'être mentionné dans ces grands titres de presse et d'avoir une belle visibilité. Et en fait, travailler la notoriété par ce biais-là, c'est essentiel. J'aimerais citer une étude qui avait été relayée par Search Engine Land le 31 janvier dernier, que vous pourrez retrouver dans l'article que citait tout à l'heure Lucas, que j'avais rédigé et qu'on remettra là en lien dans l'article. Donc c'est une étude d'Ignite Visibility, et elle met en évidence une chose, c'est que dans le top 10 de Google, il y a 55% des internautes sondés qui cliquent sur la marque qu'ils connaissent déjà, quelle que soit sa position. Donc si on ne travaille pas sa notoriété, son autorité morale, en fait on a une chance sur deux, même plus d'une chance sur deux, que le clic nous échappe. Et ça met en évidence une chose très importante, c'est que l'affinité à la marque reste primordiale, elle est énorme. Et en un mot, il faut se faire connaître pour se faire aimer et faire agir le public qu'on vise. En conclusion à tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Maëva ? En conclusion, comme vous avez pu le voir, c'est difficile, c'est délicat de définir tout ce concept en quelques minutes, tellement il est passionnant et vaste. Pour aller plus loin, il faudrait encore vous dire ce qu'on pourrait faire demain et avec précision, mais peut-être qu'on le fera dans un prochain Wamcast. J'ai compris que tu voulais revenir à Maëva, mais t'inquiète pas, tu seras toujours la bienvenue. Trop plaisir, merci. Voilà, c'est déjà fini les amis. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur écoutez, cette actualité SEO, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur le site wam-référencement.fr et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter @wamref. Vous pouvez aussi, bien entendu, partager le Wamcast sur vos réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle mouture. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Bisous. Au revoir. À bientôt. À bientôt.